Liptako Gourma. C'est dans la zone dite des Trois Frontières, région emblématique qui donne son nom à la nouvelle alliance conclue cette fin de semaine entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quel est le contenu et la portée de la charte de Liptako Gourma? Cette alliance met-elle fin à la vie du G5 Sahel et constitue-t-elle une menace sérieuse à la survie de la CEDEAO? Analyse de la situation avec nos consultants au plateau. Innocent Pato est avec nous. Innocent, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Tout le plaisir pour moi d'être sur le plateau de New York TV. Innocent Pato est journaliste, analyste politique. Je vous présente également Louis Magloire Kemayo. Cher ami, cher collègue, bonjour. Bonjour. Louis Magloire Kemayo est journaliste, donc directeur de New World Economy, écrivain et président du Club de l'information africaine. Tout à fait. Merci de l'invitation. Et notre troisième invité, c'est un nouvel initié pour cette émission, Ismaïla Ibrahim Younoussou, alias Ismaël Talibo. Monsieur Talibo, bonjour. Et bonjour Gilles, bonjour le plateau. Je suis vraiment honoré d'être avec vous ce matin. Je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur aussi pour toute la communauté nigérienne. Je vous remercie beaucoup. Ismaël Talibo est écrivain nigérien. Vous avez publié Déchirure aux éditions Aoudi du Togo. Déchirure, un roman dans lequel vous avez peint un peu le tableau de l'Afrique après l'indépendance. Oui, c'est tout à fait ainsi. Parce que j'ai été un peu inspiré par certains auteurs qui a écrit un peu après les indépendances, à savoir Amadou Kourouma. Je me suis rendu compte que même des années après, nous sommes toujours dans la même logique des après indépendances. C'est-à-dire nous continuons toujours de subir les mêmes faits, même 50 ans après qu'on a eu nos indépendances. C'est ce qui m'a poussé à dire on doit encore en parler pour essayer d'éveiller les consciences afin que nous quittons cette dépendance envers toujours l'autre. Il faut que nous nous assumons et assumons notre indépendance. Donc c'est dans cette vision que j'ai essayé d'écrire, Déchirer pour pousser les Africains à accepter leur indépendance. Parce que j'avais l'impression que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente d'une indépendance. Or, nous l'avons eu. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on est réellement indépendant. Vous ne croyez pas si bien dire en déchirure, puisque dans la nouvelle charte de Liptako Gourma, les trois pays estiment qu'il faut reconquérir cette indépendance, surtout politique. Nous reviendrons sur le sujet. Le Mali, donc le Burkina et le Niger, nous, l'Alliance des États du Sahel, c'est la charte de Liptako Gourma. Vous, fidèles téléspectateurs, vous pouvez alimenter cette émission dans la seconde partie. Nous nous ferons le plaisir de relayer votre message via WhatsApp. Je vous rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31 pour nous écrire. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, likez en même temps cette émission et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir en temps réel nos programmes de New World TV et partagez surtout cette émission pour la protéger et porter loin la voix de l'Afrique. Et la signature donc de la charte de Liptako Gourma, c'est un événement historique dans la vie de ces trois pays. Innocent Pato. Oui, avant de revenir à la question, permettez que j'ai une pensée à l'endroit du peuple marocain et au peuple libyen. Lancer un appel à la force en attente de la CEDEAO pour leur dire qu'écoutez, vous avez du job à faire quelque part et si vous pouvez porter main forte à ces deux pays, ce serait une très très bonne chose. Revenons à la question, la charte Liptako. C'est une chose qui ne surprend pas. Peut-être ceux-là qui ne font pas une bonne lecture de la situation actuelle dans la région, parce que avant cette déclaration, avant cette charte, je crois que de façon informelle, il y a déjà un mouvement qui est sur place. Il y a le Mali, il y a une dynamique qui est déjà lancée. Donc peut-être c'est une occasion de formaliser ce qui existait déjà et dire aux gens que nous ne sommes pas en train de nous amuser, puisque vous aussi vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur. Nous aussi nous sommes prêts, nous sommes mieux organisés et allons-y, on verra ce qui va se passer. Oui, il faut quand même dire, Louis Magloire Kemayo, qu'avant cette charte, il existait une autorité
communauté de développement intégrée du Liptako-Gourma. Tout à fait, parce que c'est ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que ces trois pays ont fonctionné déjà ensemble. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont liés par le hasard de l'histoire qui fait qu'il y ait eu un coup d'État dans les trois pays et que les auteurs de ces coups d'État ont décidé de resserrer les liens entre eux, que ce rapprochement se fait historiquement. Il y a déjà eu un rapprochement. Et si on remonte même un peu plus loin, on a le Conseil de l'Entente qui a existé, qui peut-être n'a pas d'importance pour certaines personnes, mais qui regroupe encore plus d'États aujourd'hui que cette charte du Liptako-Gourma. Et à côté de cela, on pourrait même voir, au moment des indépendances, l'alliance qu'il y avait eu entre le Mali et le Sénégal pour constituer le Soudan français, qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a quand même existé. Donc c'est pour dire qu'au sein de l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a eu des tentatives pour faire que les frontières héritées de la colonisation ne soient pas la seule vérité historique. Mais ces tentatives-là n'ont pas toujours porté leurs fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, les organisations que l'on voit le plus sont l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais historiquement, il y a toujours eu des tentatives de rassemblement au sein des anciennes colonies françaises et de l'espace francophone ouest-africain. Donc, c'est dit que c'est un début d'union des peuples africains. Ismaël Talibo, est-ce que les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens constituent un même peuple? Est-ce que vous vous ressemblez beaucoup? Oui, c'est une question souvent que les gens se posent. Le fait même qu'on partage un territoire, à savoir le Sahel, ça fait qu'on partage les mêmes cultures, les mêmes ethnies, presque. Donc cette union, c'est quelque chose de prévisible. C'est une chose que nos pères ont déjà créée, mais qui n'a pas réellement abouti, parce qu'il y a eu des circonstances qui n'ont pas permis à ce que ça soit aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le Burkina, le Niger et le Mali ont une histoire. Parce que, comme vous le savez, c'est l'Empire Sorail. L'Empire Sorail, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Donc actuellement, le fait qu'on revient à la création de cette nouvelle alliance, c'est comme si nous voulons renaître l'Empire Sorail. Donc pour nous, c'est tout à fait une chose honorable pour toutes les populations de ces trois pays. Avoir la création d'une telle alliance, c'est tout à fait une chose que nous attendons depuis. Donc ça ne fait que nous donner l'espoir un jour que l'Empire Sorail sera encore là, parce que nous savons que c'était un empire prospère qui a été, comment dirais-je, un empire qui a donné beaucoup d'honneur aux Noirs, mais aussi à toute l'Afrique. Donc nous souhaitons vraiment que cette alliance aille de l'avant, ne soit pas une alliance comme les autres que nous avons vues au passé. Nous voulons vraiment que les chefs d'État qui ont initié cette alliance aillent jusqu'au bout pour que nous puissions dire enfin l'Afrique renaît. Lui, Magloire Kemayo, on est en train de voir que ce n'est pas une alliance factice. Il y a beaucoup de choses qui lient ces peuples, l'histoire, la géographie et maintenant la politique. La politique, je crois qu'il faut être naïf il fallait être naïf pour penser qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout de leur pensée, parce que quand ils ont annoncé qu'en cas d'intervention militaire au Niger, les deux autres pays, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, se sentiraient attaqués, c'est la matérialisation de ce qu'ils ont dit qui est en train d'être opéré aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas à proprement parler de surprise. La surprise, c'est peut-être qu'il y ait cette dimension militaire que l'on n'avait vue ni dans aucune autre organisation avant, ni espérée. Et ce qui m'intéresse également, c'est que même en créant cette organisation, ils ne mettent pas fin à leur coopération avec les autres organisations, ni avec l'Union africaine, ni avec la CEDEAO, et c'est même inscrit dans la charte que c'est dans la continuité des autres organisations. Donc j'espère que cela restera ainsi, parce que ce qui serait le plus terrible aujourd'hui, c'est qu'à la suite de cette création, vu que l'organisation est ouverte à tout autre État qui voudrait y adhérer, c'est qu'à la suite, il y ait un retrait des pays qui constituent aujourd'hui cette organisation, un retrait de la CEDEAO. Ça marquerait vraiment une grande rupture par rapport aux équilibres que nous avions jusqu'à présent. Mais c'est une alliance essentiellement militaire, on va dire, conclue très facilement, on va dire, de façon naturelle. Est-ce que les coups d'État entre
survenue dans ces trois pays qui ont à leur tête des militaires, est-ce que cela a facilité aussi cette alliance Innocent Pato? On peut dire oui, tout de go, mais il faut remonter dans l'histoire. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se réveille. Parce que quand on voit un peu avant les indépendances, le Bamako est habitué à ce genre de situation. Il y avait la création du Rassemblement démocratique africain en 1946. Et la naissance du Rassemblement démocratique africain, c'était pourquoi? Pour donner plus d'assimilation aux intellectuels africains. J'espère que nous comprenons tous le mot assimilation. C'est-à-dire que les intellectuels africains qui sont allés dans les mêmes écoles et les mêmes programmes français, on veut leur donner la chance de ressembler un peu plus aux Français. Vous voyez un peu. Ce qui, à mon sens, est déjà une insulte. Parce que dans ces classes, il y avait des Africains qui occupaient les premiers rangs. Mais le Rassemblement démocratique africain, à sa naissance, avait eu des difficultés. Et pourquoi? Parce que les mêmes Blancs, les mêmes Français, c'était la France qui était derrière, les mêmes Français étaient là pour dire à certains Africains, n'acceptez pas le Rassemblement démocratique africain. Après le Rassemblement démocratique africain, il y a eu la Fédération du Mali, dont en parlait mon confrère Kemayo tout à l'heure. Il y avait la Fédération du Mali. Et la Fédération du Mali devait regrouper 4 États, 4 grandes entités. Il y avait la Fédération, le Soudan français, qui est l'actuel Mali. Il y avait le Sénégal, il y avait le Dahomey, et il y avait la Haute-Volta. Le Dahomey qui est aujourd'hui le Bénin, et la Haute-Volta qui est aujourd'hui le Burkina Faso. À la veille de la signature de cette fédération, la France, aidée par le président Félix Houphouët-Boigny, avait tout fait pour que le Burkina et le Bénin se désengagent de cet ensemble. Et tenez bien, l'ensemble, là, l'entité là n'a fait qu'une seule année, de 59 à 1960. Ça veut dire qu'ils étaient encore là pour tirer leur marron du feu. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné la naissance du Conseil de l'Entente en disant au Bénin et au Burkina, quittez cette entité, cette fédération, on va créer le Conseil de l'Entente. Et donc je vous dis qu'aujourd'hui ce qui se passe, il y avait le G5 qui existait. Et dans le G5, certains pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ont compris que tous les autres pays ne jouaient pas le bon jeu. Aidés par qui? Allez-y comprendre. Et donc, sur la base de cela, par rapport à l'histoire et par rapport à l'actualité, ils ont tenu prendre leurs responsabilités et ils veulent maintenant marquer l'histoire, la vraie histoire qui sera écrite désormais par l'Afrique et par les Africains. Mais Ismaël Taïlbo, cette nouvelle alliance, c'est quand même une rupture, on va dire, un refus du colonialisme, parce que ce retour aux sources s'assimile un peu aussi finalement à un déshabillage de la colonisation. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, nous avons connu des années après l'indépendance. Nous pensons être indépendants, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nous étions toujours pilotés d'une manière ou d'une autre. Donc, en créant cette alliance, j'espère vraiment que ça sera une refondation, parce que tous ces pays parlent de refondation. Le Mali parle de refondation, le Burkina parle de refondation, le Niger parle de refondation. Nous espérons qu'avec cette alliance qui est presque militaire, qu'il y ait vraiment une vraie refondation de ces pays-là d'abord, et par ricochet, tous les pays africains. Mais pourquoi cette alliance est essentiellement militaire, Louis Mangla Kimayo? Quand je lis par exemple l'article 2 de la charte de l'Iptako-Gourma, l'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense militaire et d'assistance, d'assistance mutuelle aux parties contractantes, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, une sorte d'OTAN du Sahel. Non, mais c'est que aujourd'hui, certains ont vite fait de qualifier cette alliance de G3 Sahel. C'est une façon c'est un raccourci qu'on peut prendre, mais qui n'est pas du tout illustratif de la situation. Ce qu'il y a de commun entre cette organisation et le G5 Sahel, c'est peut-être l'idée de lutter contre le terrorisme, et qui fait qu'aujourd'hui, ces trois pays sont unis par la volonté d'intervenir, non pas contre la France, mais contre les terroristes qui sont aujourd'hui, surtout dans cette zone des trois frontières qui s'appelle le Liptako-Gourma, d'arriver à obtenir des résultats probants à cette zone-là. J'espère que c'est pour ça et que c'est pas uniquement en réaction par rapport au fait qu'ils ont fait un coup d'État et qu'ils ont été mis en marge de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avec une menace d'intervention militaire pour le cas du Niger de la CEDEAO. Donc pour moi, c'est d'abord une alliance qui est aujourd'hui sur le premier plan faite pour
lutter contre le terrorisme. Après, il y aura tous les objectifs de développement qui sont déjà compris dans la charte et qui devraient probablement intéresser d'autres pays si jamais cela prospérait. Peut-être que le Nigeria aussi, qui a une très longue frontière avec le Niger, pourrait être intéressé. Peut-être que la Guinée-Conakry pourrait être intéressée. Je ne cite que quelques-uns d'entre eux, mais pour dire que l'Alliance aujourd'hui a certes une vocation prioritairement militaire, parce que la priorité du moment, c'est de chasser les terroristes et de permettre aux populations qui vivent dans cette région de retrouver un cours de vie normal. Mais après, il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudra... Vous voyez la lutte contre le terrorisme, mais moi j'ai aperçu, j'ai lu entre les lignes un avertissement sans frais à la CEDEAO aussi, qui veut intervenir militairement. Oui, c'est d'abord la lutte contre le terrorisme. C'est ce que moi je vois en premier. Après, il est évident que la menace est aussi celle d'une intervention militaire de la CEDEAO et que c'est probablement ce qui a accéléré le processus de création. Mais j'ose espérer que ce n'est pas qu'en réaction à cela. Ce n'est pas qu'en réaction aux menaces de la CEDEAO ou au fait que la France pourrait éventuellement intervenir pour essayer de rétablir le président Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel, surtout au Niger. Si vous permettez, je crois que je suis d'avis avec mon confrère Kemayo, mais je vais aller un peu plus loin. Le terrorisme en Afrique, qui a amené le terrorisme, surtout dans la région du Sahel, qui est derrière le terrorisme? Quand on lit un peu l'actualité ces derniers temps, vous voyez que le Niger est dans sa position, dans sa dynamique. La France est dans une position où elle met même l'essence sur le feu, et au même moment, il y a recrudescence du terrorisme. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a recrudescence du terrorisme. Qui tire les marrons du feu? Qui finance ces terroristes? Qui leur donne les armes? Et donc, il faut pas faire de faux fuyants. Je crois que là, ce regroupement-là, c'est pour faire face à la France, qui essaie de narguer les pays du Sahel et pas ricocher tous les autres pays africains. C'est aussi une façon de dire à la CEDEAO, mais écoutez, vous êtes des adultes, vous n'allez pas faire le champ de la France. Soyons tous responsables. Et si vous voulez que ça pète, et ça va nous sauter tous à la figure. Et donc je crois que c'est dans cette dynamique que sont ces chefs d'État africains que je respecte beaucoup, parce que quand on voit réellement l'actualité, quand on suit un peu les propos du président Macron, soyons sérieux. Est-ce que c'est des propos responsables? Est-ce que c'est des propos qui peuvent amener à la paix dans la situation qui se joue actuellement? Ce que je salue, et ça peut être un effet, ça peut être une conséquence de l'Alliance, lutter contre la France et lutter contre la CEDEAO, mais ce que je vois en premier, c'est que jusqu'à présent, les pays africains concernés dans la zone du Sahel ont surtout subi le terrorisme. Il y a eu beaucoup d'organisations, il y a eu presque un millefeuille qui a été constitué pour lutter contre le terrorisme, mais à chaque fois, ce millefeuille était constitué par d'autres organisations. C'était fait de l'extérieur, un peu comme la colonisation du continent africain qui s'est faite depuis Berlin sans demander l'avis des Africains et sans rien du tout. Donc, ce qui me réjouit ici, c'est que les pays africains sont à l'initiative. Ils sont pas en mode réaction. Si cela permet de régler la question du terrorisme, après on verra qui était derrière eux. Mais ce que moi j'ai vu depuis le départ, c'est que peu importe le moment où on trouvera, dès lors qu'on arrive à éradiquer le phénomène, on a réglé le problème. Et le problème aujourd'hui, c'est que les militaires sont chargés de régler les problèmes de sécurité dans nos pays. Ils ont pris la tête des pays qu'ils n'oublient pas leur mission première, qui est celle d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur les territoires dont ils ont le contrôle. Pour moi, c'est ça qui est prioritaire. La France, elle est inexcusable dans ce phénomène. Le problème des Touaregs, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, tout le monde sait que c'est par rapport à l'exploitation de l'uranium et à l'exploitation des richesses naturelles dans ces zones que ce problème est né. Arlit, allez-y et voyez à quoi ressemble la ville. Pourtant, le pays ne tire aucun avantage, ni en termes de développement structurel, ni en termes de développement économique. Donc, oui, la France, elle est indéfendable. Oui, mais à côté de cela, il y a notre responsabilité, nos responsabilités individuelles et collectives qui sont d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur nos territoires pour que nos jeunes ne se retrouvent pas obligés d'aller traverser et le désert et la Méditerranée pour y mourir et transformer ces zones en des cimetières à ciel ouvert. Eh bien, vous me permettez d'interpeller là-dessus Ismaël Talibo. Ismaël, j'ai envie de dire, vous aussi, comment vous avez pu laisser votre uranium à ciel ouvert exploiter de cette façon, alors que ça ne vous a pas du tout servi, pas une seule centrale? Je vais revenir un peu sur le Tapo Gourma. Le Tapo Gourma fait à peu près une superficie de 370 000 km². Donc avec une telle superficie, si un seul pays veut se battre, ça sera un peu difficile. Donc cette alliance, c'est aussi une manière d'apporter une synergie afin de
contraindre les terroristes qui sont presque dans cette zone. Pourquoi le terrorisme Pour amener, pour les implanté amener beaucoup plus dans cette zone, Oui, qui est considérée quand même qu'une zone extrêmement riche et avec pratiquement toutes c'est les justement ressources la raison. stratégiques C'est justement la raison de pour ce laquelle monde, hein, le les pétrole, terroristes sont dans cette l'uranium, Oui. le manganèse, en tout cas. C'est justement la raison pour Incroyablement laquelle riche. il y a assez de terroristes dans cette zone, parce que c'est une zone immensément riche et inexploitée surtout. Riche, inexploitée. Donc c'est une zone qui intéresse beaucoup comment dire, Les grandes puissances. oui, oui. Parce que pour eux, maîtriser cette zone, c'est s'assurer une mine d'avenir. Parce que nous savons qu'il y a presque toutes les ressources naturelles dont nous avons besoin actuellement, à savoir le lithium, l'uranium, le pétrole, l'or, les diamants, presque tout. Donc c'est une zone immensément Un peu comme l'est riche. de la RDC. Tout à fait. Donc si cette zone est stable, les pays auxquels elle appartient seront automatiquement riches. Parce qu'ils vont avoir le temps de prendre des mesures pour le développer et l'exploiter. Maintenant, pour que cela ne puisse pas y arriver, il faut qu'il y ait un effet déstabilisateur. C'est là où les terroristes viennent et empêchent à ce qu'il y ait la paix dans les 3 pays du Liptako. Maintenant, Donc, la question, par rapport pourquoi au- vous avez vendu oui. si moins cher votre Oui. uranium? Oui, vous savez, c'est des choses, même aujourd'hui, beaucoup de Nigériens se demandent comment c'est pu arriver. Parce que c'est des choses qu'on vote ou qu'on signe, on ne sait pas par où ça a été signé. Non, mais vous savez, Non, j'arrive. C'est-à-dire, on sait par où ça a été, mais souvent, c'est des choses qui devraient passer à l'Assemblée. Et souvent, ça ne passe pas à l'Assemblée. C'est des individus qui se réunissent quelque part, on signe, après on dit qu'on a signé. Et nous, population, nous avons pensé qu'en signant, nos intérêts ils sont préservés. Parce que souvent, on ne voit pas les documents qui étaient signés. C'est plus tard que nous voyons ce qui a été signé et nous-mêmes, nous sommes émus par cela. Parce qu'on s'est dit, notre pays a été bradé. Nous ne comprenons pas que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, l'uranium a profité peu au Niger. C'est juste avec le général Kounché qu'il a essayé de revaloriser l'uranium, mais là aussi, ça a été un peu difficile avec lui. Il a essayé juste d'arranger les choses avec la France, mais pas totalement. Oui, l'ancien président Séni Séni Kounché, Kounché, oui. mais Mohamed Tandja aussi a fait des efforts. Absolument. Tandja a voulu faire des efforts. Il a voulu. Parce qu'il il a voulu le faire à la fin de son mandat. Il savait que ça serait un peu difficile. Parce que comme vous voulez faire quelque chose, il fallait le faire avant. mais il a mais quand pas même, à la fin. ouais, mais il a quand même obtenu Il a- une revalorisation oui, il a obtenu, mais substantielle. oui, justement, il a obtenu et normalement, le régime qui devrait le précéder devrait continuer dans ce sens-là. Mais nous avons vu que le régime a presque indiqué caduc tout ce que le président Tandja avait organisé avec les Français. Donc c'est ce qui a fait que nous sommes encore revenus à la case de départ. L'uranium est presque bradé à la France. Nous ne tirons presque rien de l'uranium du Niger. Et on est toujours à payer le pays le plus pauvre du monde. Et c'est triste. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le Niger n'est pas un pays pauvre. Mais un pays C'est un pays appauvri, extrêmement riche, Oui. mais appauvri par nos hommes politiques. Mais J'ai bien aimé la question, hein. Mais je crois qu'elle n'est pas seulement spécifique au Niger. C'est une question propre à tous les pays africains. Je suis togolais, hein, je ne vais pas faire de la langue de bois. Mais Gilles, dites-moi, jusqu'à une époque récente, vous avez vu la rue qui passe devant Simtogo, à Lomé? Vous avez vu l'état de la route de Simtogo, qui passe devant Simtogo? Ça, on n'a pas... Togo, c'est une des sociétés qui exploite donc, le ciment. Vous allez à C'est Kakondi, Kakondi, Tablibo. Voyez le décor. Et donc, c'est vous dire que quelque part, nous sommes maîtres de quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou disons, nous sommes propriétaires de quelque chose dont nous ne sommes pas les maîtres. Quand vous voyez les explorations pour les mines de pétrole sur le continent, c'est des sociétés qui viennent pour vous dire que, écoutez, nous allons faire l'exploration, peut-être même gratuitement. Et c'est quand la découverte a été faite, vous ne saurez rien. Vous ne le saurez que très tardivement. Et dès qu'on découvre, on a déjà ficelé le système politique en place pour dire voilà.
écoutez, nous avons découvert ceci, nous allons essayer d'arranger la politique, votre image à l'extérieur, comme il se le doit, et maintenant, nous, on fait facilement les choses, sans que vous n'ayez droit de regard sur exactement ce qui se passe. Franchement, l'Afrique a été suffisamment exploitée. Mais est-ce qu'elle a été exploitée ou elle s'est laissée exploiter? Non, ne sous-estimons pas la France-Afrique. Parce que souvent on parle de la France-Afrique en des termes très légers, en estimant qu'elle est morte, en estimant qu'elle n'a pas fait tant de mal que ça, en estimant que les Africains sont de toute façon indépendants depuis 1960 et que c'est bien leur faute si leurs pays sont encore aussi pauvres. Mais si vous sous-estimez la France-Afrique, tant pis pour vous. Parce que la France-Afrique a été le moyen que l'État français a utilisé pour assurer d'une part son indépendance énergétique et d'autre part assurer son enrichissement à partir des biens du sous-sol et du sol africain. Ce que vous dites concernant le Togo est valable pour le Congo-Brazzaville, est valable pour le Gabon, est valable pour le Niger, est valable pour au moins 90% des anciennes colonies françaises. Et donc, si vous sous-estimez le fait que la France a donné d'une main l'indépendance politique et a récupéré de l'autre l'indépendance économique, et donc a perpétué un système d'exploitation quasi colonial dans ces anciennes colonies, tant pis pour vous. Vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qui vous arrive, mais si vous prenez cela en considération et que vous vous dites que les accords, par exemple au Niger, où l'État du Niger avait pour seul client la France, était tel que vous ne pouviez pas vous en sortir. Si vous n'avez qu'un seul client, comment vous négociez pour augmenter le prix de votre produit? Ce n'est pas possible. Comment vous négociez pour que, en même temps qu'il exploite vos biens, il développe la région où ce bien se trouve? C'est impossible. Mais moi, je voudrais ouvrir une parenthèse. Ce qui me scandalise, c'est que le fait que nous soyons convaincus que nos richesses les plus, comment on va dire, ostensibles, ce sont les richesses du sous-sol. Mais dans nos universités, on n'a aucune filière dans laquelle on peut étudier. Le Niger, par exemple, est-ce que vous avez l'Institut de l'uranium? Au Togo, Innocent Pato, est-ce que vous avez l'Institut des phosphates? Avant d'en arriver là, je voudrais vraiment terminer sur le système de la France-Afrique parce que vous aurez l'impression que ça m'obsède, mais ça doit nous obséder. Tout à fait. Parce que c'est quand on n'a pas compris où on s'est pris les pieds dans le tapis qu'on se reprend le pied dans le tapis 2 heures ou 2 ans après. Le système de la France-Afrique a été tel que non seulement on avait des dirigeants qui n'avaient pas trop... Je fais pas leur jugement, c'est pas leur procès que je suis en train de faire, c'est un état de fait. Au moment des indépendances, ils n'étaient pas en état de négocier d'égal à égal avec la France. Et ils ont signé des accords qui aujourd'hui, avec le recul du temps, sont des accords léonins. Ils sont au détriment de nos pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se battre pour signer des accords différents, qui soient au moins capables de nous permettre d'être gagnants autant que les entreprises ou les États partenaires le sont. Secrets. Comment... Mais terminons là-dessus. Et donc, quand ils avaient des partenaires au sein de la France-Afrique qui permettaient de signer ces accords-là, ils les maintenaient au pouvoir. Et c'était la raison d'être des bases militaires françaises dans la plupart des pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand la France vient tenir le discours de la démocratisation et des droits de l'homme, elle ne peut pas être entendue dans beaucoup de pays africains parce que c'est elle, à travers, d'une part, les mercenaires qu'elle envoyait, Bob Denard en est l'un des exemples les plus illustratifs, mais également à travers les bases militaires qu'elle avait et qui intervenaient directement, soit pour renverser, soit pour amener au pouvoir des personnes qui servent et garantissent les intérêts de l'État français, à appauvri et maintenu en état de sous-développement la plupart de nos pays. Les programmes scolaires, puisque vous parlez de l'université qui n'a pas les programmes, pourquoi jusqu'aujourd'hui, de l'école maternelle jusqu'à l'université, vous n'avez aucun programme qui colle véritablement aux réalités de nos pays? Il y a aussi cette question-là à se poser. Vous avez beaucoup d'éditeurs qui arrivent et qui vous font des livres. Ils sont d'où ces éditeurs? La plupart du temps, ils sont français. Ils perpétuent un système qui aujourd'hui permet à la France de rester maîtresse dans nos pays et de vendre le rêve d'une France qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains traversent et le désert du Sahara et la Méditerranée pour aller vers l'Eldorado qui leur est vendu. Quand vous regardez les chaînes françaises, quand vous regardez les médias français, vous avez l'impression que la France est un pays pauvre?
Non. Vous avez l'impression que la France est un pays qui ne respecte pas les Africains ou que... Non, on vous vend un rêve. Et la plupart de nos citoyens sont encore victimes de cela. De l'école jusqu'à la maison et de la maison jusqu'à l'école. C'est à nous aujourd'hui de reprendre la main sur ce système et de faire en sorte d'avoir nos systèmes scolaires qui sont adaptés à nos réalités et d'avoir des États qui sont véritablement de grands États. La Banque africaine de développement a mis sur pied un système qui permet au pays de signer des accords, même s'ils n'ont pas des avocats spécialisés, parce que ça coûte très cher d'avoir des avocats qui les assistent dans la signature des contrats afin qu'ils ne soient plus lésés comme ils l'étaient auparavant. Combien de pays font appel à ce dispositif qui est gratuit de la Banque africaine de développement? Presque aucun. Et c'est dommage. Oui. Ismaël Talibou, je vous renvoie la question. S'il devait y avoir une seule université au Niger, pour moi, ça devait être l'université, en tout cas une filière consacrée à l'uranium. Mais pourquoi Vous il n'y en a savez, pas? on avait une école des mines au Niger. Cette école a formé beaucoup d'ingénieurs en mines au Niger. Et récemment, avec le pouvoir qui est déchu actuellement, ils ont décidé de fermer l'école. De fermer l'école. Carrément. Parce que Bazoum avait dit que l'uranium du Niger ne sert plus aux Nigériens. Donc ça ne sert à rien de former des ingénieurs en mine pour être encore des chômeurs. Donc l'intention c'était déjà de nous faire comprendre que nos ressources ne servent plus aux Nigériens. Par conséquent, il faut orienter les jeunes vers autre chose. Donc c'est plus tard que nous nous sommes rendus compte que malgré ces discours de l'ancien président Bazoum, on s'est rendu compte que non, le Niger a toujours et aura toujours besoin d'une école des mines. Donc actuellement, les responsables de l'université sont en train de chercher à faire revenir encore l'école des mines du Niger. Ça, c'est une parenthèse que nous referons. Revenons donc à notre charte de l'État Kogourma. Innocent Plateau, est-ce que cette charte ne signe pas la mort d'une organisation comme le G5 Sahel et ne met pas en danger même la CEDEAO? Oui, pour le G5 Sahel, qui a vu le jour en 2014, je crois que le Mali a donné le ton en 2022 en se retirant de cette organisation pour la simple raison qu'ils n'ont pas et qu'il y a des pays qui font la volonté de certaines puissances, sans nommément citer laquelle puissance. Donc je crois que déjà le Mali ne trouvait plus son intérêt à rester avec le G5 et la nouvelle structure qui arrive, le Mali, analysant la situation, l'actualité et les forces en présence, s'est rendu compte que, bon, peut-être elle gagnerait, tout comme les deux autres qui sont membres de ce groupe des trois, et ils gagneraient mieux dans leur stratégie de lutte contre le terrorisme et dans leur politique de développement à eux. Bon, maintenant, quel sera le devenir ou l'avenir de la CEDEAO? Je crois que il y a lieu de s'inquiéter, mais pas trop s'inquiéter, parce que pourquoi on est arrivé à ce stade? Parce que quelque part, il y a la CEDEAO qui a créé un précédent en acceptant des coups d'État dans certains pays et dans un autre, particulièrement au Niger, en exigeant le retour au pouvoir du président déchu. Et pire, elle menace d'intervenir par la force, ce qui ne s'est jamais réalisé sur le continent, du moins dans la sous-région. On me parlera du cas de la Gambie, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le peuple nigérien qui, avec ses dirigeants, le général Tchani en tête, ont décidé de quelque chose. Vous avez vu l'euphorie, vous avez vu les gens réagir. C'est vrai qu'on dira que bon, c'est des images et autres, mais c'est des Nigériens quand même. Et donc, voilà un peu mais ça reste un coup d'État pour moi. Parce que si vous prenez l'exemple... Cette alliance ne blanchit pas ces coups d'État dans ces différents pays. Avec le Niger et cette nouvelle alliance, cette page de coups d'État, est-ce qu'elle n'est pas tournée? Je vous laisse tourner dans quel sens? Parce que, écoutez... Mais c'est comme si la nature nous met à l'épreuve. On parlait du Niger et subitement, il arrive une situation identique au Gabon. On a vu la réaction des uns et des autres. Et donc, c'est dire que au Niger, on n'accepte pas, au Gabon, on applaudit. Et vous voyez un peu comment la nature même nous met
devant nos responsabilités. Non, moi je crois qu'il ne faut pas... Comparaison, comme on dit, n'est pas toujours raison. Oui, mais... c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir du 2 poids 2 mesures dans des phénomènes comme les coups d'État parce que c'est pas un jeu. Vu les sommes d'argent qui sont engagées pour faire le recensement, ensuite pour organiser les élections de façon générale, on ne devrait pas permettre que sur un coup de tête, un coup d'État soit organisé et que ça balaie tous ces acquis-là. Parce que c'est quand même l'argent des populations qui a été utilisé. Ce sont nos impôts et bien d'autres choses encore. Maintenant, quand on me dit qu'on a accepté un coup d'État d'un côté et que de l'autre on n'a pas accepté, prenez le cas du Burkina Faso quand on fait tomber Blaise Compaoré. Ce ne sont pas les militaires qui le font tomber, c'est d'abord la population qui le fait tomber. Vous prenez le cas de Al-Sisi qui est militaire, certes, il y a eu un soulèvement, mais ce sont des militaires. Et quand vous disiez aux Égyptiens qu'il y a eu un coup d'État, vous aviez des problèmes avec eux. Ils vous disaient que c'est la population qui n'en voulait plus des frères musulmans. Donc, dans ces cas-là, on a des situations très différentes. Et l'autre exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple qui n'est pas sur le continent, mais avec un pays partenaire de notre continent, qui est la Turquie. Quand il y a eu le coup d'État contre Recep Tayyip Erdogan, la population est descendue dans la rue et cela a permis que Erdogan revienne au pouvoir. Mais l'exemple qu'il a donné, c'est le Gabon. Il y a bel et bien eu coup d'État au Gabon. C'est pas l'Afrique centrale, ça s'appelle l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas dans la CEDEAO. Vous pourriez prendre l'exemple du Tchad, ce serait pareil, on est en Afrique centrale. Les instruments ne sont pas les mêmes. C'est la géographie qui permet d'apprécier. Non, je veux dire, c'est la CEDEAO, parce que la question portait sur la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO est morte? Le coup d'État au Niger a été condamné par d'autres en dehors de la CEDEAO, la France par exemple. Non, c'est que votre question c'était est-ce que la création de cette organisation, cette nouvelle alliance, signe la fin de la CEDEAO. Pour moi, non. Si on est dans un fonctionnement normal, la CEDEAO a ses limites. C'est que, par exemple, sur le plan militaire, elle n'avait pas la légitimité pour intervenir dans les pays. Elle essaie de fabriquer cette légitimité pour le faire, mais si elle veut véritablement se doter d'un instrument militaire, peut-être que la création de cette alliance du Liptako-Gourma donne un prétexte pour le faire. Alors, est-ce qu'on s'allie avec les 3 pays qui ont créé cela pour avoir un vrai instrument militaire au sein de la CEDEAO, ou alors ces pays se retirent de la CEDEAO. Et la CEDEAO doit réfléchir à la manière dont elle crée sa légitimité militaire pour intervenir. Ça, c'est le grand dilemme devant lequel et la CEDEAO et les 3 pays concernés se trouvent. Mais en aucun cas, pour moi, la CEDEAO ici n'est en souffrance. Est-ce que cette alliance ne coupe pas définitivement le pont entre la France et ces 3 pays? Nous ne le souhaitons pas quand même. Parce que la France reste toujours la France et nous la souhaitons toujours comme un partenaire, mais un partenaire fiable, un partenaire gagnant-gagnant, un partenaire qui respecterait tous les pays africains au même titre que la France respecte les autres pays du monde. Généralement, on nous dit que nous sommes anti-français, nous les pays qui ont connu les coups d'État. Mais c'est faux. Nous parlons quand même des Français. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas quand même parler sa langue. Donc nous ne sommes pas contre la France, nous ne sommes pas contre les Français, nous sommes juste contre une politique qui nous ridiculise, une politique qui nous met dans un état où manger devient difficile. Vous comprenez, au Niger, pendant 12 ans du régime Déchi, les Nigériens n'arrivaient pas à manger, je vous assure. On était presque enfermés dans un pays où nous ne pouvions rien faire. Donc ce coup d'État, ce n'est pas un coup d'État militaire. C'est un coup d'État du peuple. Comment en Égypte, c'est vraiment un coup d'État du peuple. Parce que 90% des Nigériens souhaitent vraiment que ce coup d'État arrive. Depuis le régime du président Issoufou. Comment ils ont pu élire Mohamed Bazoum? Oui, justement, aujourd'hui, comment dire... Et sur le plan social, on n'a pas vu de soulèvement populaire pour demander le départ. S'il n'y avait pas eu de coup militaire. Il n'y avait pas de soulèvement parce que tous les hommes politiques ou bien toute la société civile qui devait appeler à un soulèvement sont emprisonnés automatiquement. Il suffit, au temps du régime Déchi, il suffit de dire je suis contre, c'est la prison automatiquement. Vous dites, ils étaient même capables d'aller jusqu'à l'extérieur du Niger pour amener des gens qui ont dit je suis contre. Non, mais j'ai vu également des gens qui demandaient un 3e mandat du président Mohamed Issoufou, aller en prison également. Non, ça c'est juste une manière de faire un peu de cinéma, je vous assure. C'est juste du cinéma, juste après ils ont été relâchés. Mais c'était un signal pour dire qu'on n'a pas besoin de ça. C'était un signal juste pour dire non, moi je ne vais pas faire un 3e mandat, mais je vais laisser mon dauphin
que je vais contrôler après. C'est tout, c'est à peu près ça. Donc, il ne voulait pas aller au troisième mandat parce qu'il se sait qu'en allant au troisième mandat, il se met déjà en danger. Il est en danger face aux militaires. Il le sait. Il sait qu'un troisième mandat, c'est une manière aussi d'arrêter tout ce qu'ils ont eu à préparer. Avant d'aller à la pause, Innocent Pato, dites-moi comment vous analysez de façon globale la gestion de cette crise diplomatico-politique par la France, avec de nouveaux développements aujourd'hui. J'ai envie d'être un peu amer par rapport à la politique française, parce que si on prend rien que le cas de l'ambassadeur français au Niger, je crois qu'il y a la convention... Sévérité. Il y a la convention de Vienne qui définit tout en termes de relations diplomatiques. Et c'est au nom de cela que les autorités actuellement en place au Niger disent que M. Ité est déclaré persona non grata. Dans la pratique, c'est simple. Et je l'avais déjà dit. Si la France ne reconnaît pas les autorités en place actuellement au Niger, elle rappelle son ambassadeur au motif pour consultation. Mais c'est une stratégie pour faire partir son ambassadeur du pays parce que... Pour la France, c'est Bazoum qui continue de diriger le Niger. Oui, mais alors là, c'est comme vous me disiez que c'est Sarkozy qui continue par diriger la France. Non, c'est pas à la France de dire aux Nigériens qui doit les diriger. Et avec qui on discute par rapport au départ des militaires français au Niger, à Niamey actuellement. C'est avec les autorités en place. Tout à fait. C'est comme manger son totem quand on dit on ne reconnaît pas les autorités en place au Niger et qu'on discute avec les mêmes autorités. Non, c'est un peu de la comédie. Mais maintenant, dans la diplomatie, il y a le langage qui joue. Il y a la manière qui joue. Mais quand le président français, il dit je viens de parler à Bazoum et il est en place, mais vous pensez qu'il amène à la paix? C'est un langage de paix, c'est un langage de responsable, c'est un langage qui est dans de la provocation. Et les autres en face ne sont pas des oiseaux, c'est des êtres humains, ils ont du cœur. Écoutez, tu nous donnes une gifle, on te donne une gifle. Même si elle est faible, on appelle ça une gifle. Du moment où j'ai accepté d'aller en combat avec l'autre, quel que soit son volume, c'est déjà un acte un acte courageux, un acte gagné déjà. Et donc je crois que très sérieusement, le président français Macron a intérêt à revoir la manière, sa façon de parler. Non, il ne s'adresse pas à des enfants. Lui, Magloire Kemayo, sur la question de l'ambassadeur Sylvain Ité, le Premier ministre ancien du Niger, Ama Amadou, a dit que la France se ridiculise. Non, je trouve que la France n'est pas digne de son rang dans la gestion de cette affaire. Parce que quand je dis la France, je pense aux autorités françaises. Et ça fait quelques années que ça dure. Il y a une légèreté qui est utilisée dans le vocabulaire quand on parle de l'Afrique en France aujourd'hui, qui ne passe plus inaperçue. Tout le monde se souvient de cet échange un peu musclé qu'il y a eu entre le président Tshisekedi et le président Macron, qui lui rappelait des faits d'armes de ses ministres, où on disait que il a une succession à l'africaine. Une succession à l'africaine. On se souvient au Burkina Faso de la manière dont il a traité le président qui était encore en place, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En plus, il y avait la question sur la fertilité des femmes nigériennes. Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui d'éléments qui font que la France ne peut plus être respectée parce qu'elle n'est plus respectable dans sa manière de s'adresser aux Africains. Et dire qu'un ambassadeur est pris en otage, je crois que c'est le sommet de la bêtise. Comment est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, disons que tous les sans-papiers africains qui sont en France et à qui on demande de quitter le territoire français sont otages de la France. Est-ce qu'ils pourraient entendre cela et l'admettre? C'est inadmissible pour personne. Et donc, pour moi, il faudrait que encore une fois, les relations entre la France et l'Afrique sont des relations très difficiles parce qu'il y a tout le passé très lourd de la colonisation, de l'esclavage, du néocolonialisme, de cette France-Afrique dont nous parlions au début. Et il ne faut pas en rajouter avec la condescendance et puis le mépris que l'on a par moment dans le vocabulaire utilisé par certains dirigeants. Et donc pour moi aujourd'hui... On ne rajoute pas finalement, donc Ismaël Talibo, en interdisant par exemple les prestations des artistes nigériens, burkinabés et maliens en France. Et je viens de lire même que les étudiants sont même concernés. Oui. En une minute pour clôturer cette première partie. Justement, c'est quelque chose que, surtout nous qui sommes dans le domaine de la qualité, nous n'arrivons pas toujours à comprendre pourquoi une telle décision est prise
par la France. Parce qu'on peut comprendre qu'il y ait un problème diplomatique entre la France et ces trois pays. Mais de là à aller jusqu'au niveau de la culture, c'est vraiment ce que j'appelle une absurdité. Sincèrement, on ne comprend pas. Culture et études aussi. Hein. Oui, jusqu'aux étudiants qui sont là-bas, on les interdit de voyager. Donc, on se demande si réellement les autorités actuelles de la France savent là où ils vont amener vraiment la France, quoi, parce que c'est quelque chose d'inédit. Sincèrement, c'est inédit et on ne comprend pas. Je vais essayer de revenir un peu sur Messaïté. Messaïté n'est pas une otage du Niger. Donc, je demande à Macron de savoir qu'il n'y a aucun otage français au Niger. Donc, ce n'est pas la peine de préparer une intervention militaire pour venir déloger l'otage français au Niger. Il n'y a pas d'otage français au Niger. On va revenir sur l'ambassadeur Sylvain Ité, cette décision d'interdire de prestation des artistes nigériens, burkinabés et maliens en France, de même que les étudiants dans la seconde partie de New World Forum, de même que vos contributions envoyées déjà au plus 228 96 46 10 31. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.